Merci de suivre les programmes de la chaîne panafricaine Africa 7. Bienvenue dans votre émission Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Ce numéro de Enjeu sera essentiellement consacré aux questions de sécurité, la gestion des mouvements de foule, la sécurité des personnes et de leurs biens. Pourquoi y a-t-il souvent des bavures lors des manifestations? L'exemple le plus récent, c'est le cas de l'étudiant Bassirou Faye. Nos forces de l'ordre sont-elles assez bien formées? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité. Il s'agit du commissaire Keïta, qui nous parlera également de son engagement en politique. Bienvenue sur ce plateau de Enjeu, monsieur Cherna Chersadou Keïta. Merci pour cette invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion de contribuer à l'éclairage des Sénégalais sur des sujets aussi pointus que cela. J'espère que ce qu'on dira ici servira à tout le monde à améliorer certaines pratiques. Bien sûr. Entre les vols, les viols, les meurtres, la question qui me brûle les lèvres, c'est sommes-nous en sécurité? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre par un oui ou par un non. Parce que la sécurité est un produit que les pouvoirs publics ont le devoir de créer, de mettre à la disposition des populations. Bon, selon les moments, selon les circonstances, les menaces sur la sécurité sont importantes et pas importantes, mais elles sont toujours variées. Sommes-nous en sécurité? Oui, dans une certaine mesure, mais par rapport à certaines menaces, nous ne sommes pas en sécurité. Alors, qu'est-ce qui explique alors aujourd'hui cette recrudescence de la violence? C'est beaucoup de choses à la fois. On ne peut pas dire la violence est due à ceci, parce que c'est la vie de la communauté qui génère les causes de violence. Selon qu'il s'agit de communautés au sein desquelles les jeunes sont très occupés, les personnes ont les moyens de vivre tranquillement, ou selon que nous sommes dans une communauté où les gens vivent des difficultés, les jeunes sont laissés à eux-mêmes, n'arrivent pas à trouver du travail, sont désœuvrés, on a un coefficient d'insécurité très élevé ou pas élevé du tout. Mais aussi selon d'autres facteurs qui tiennent à la mobilité des personnes, qui tiennent à la vie de certaines communautés fermées et aux causes internes de sécurité ou d'insécurité qu'il y a là-dedans. Bon, la sécurité peut être au beau fixe ou bien se détériorer. C'est le cas de ce qui se passe dans les milieux universitaires où l'on ne parle pas de sécurité parce que les faits qui s'y produisent, qui sont des perturbations à l'ordre public, atteignent des niveaux qui sont tels qu'il s'ensuit des morts d'hommes. À ce moment, l'ensemble de la communauté n'est pas en sécurité par rapport à son comportement, mais par rapport à des facteurs qui lui viennent de l'extérieur et qui sont liés à ses rapports avec les puissances publiques, avec l'autorité, avec l'administration qui les gère, avec l'État qui est chargé de pourvoir au moins de leur situation de vie de tous les jours, mais aussi d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité dans les milieux qui sont, eux, appelés à animer. Donc, c'est des questions complexes par rapport auxquelles on ne peut pas répondre par des oui ou des non. La sécurité, c'est une question sérieuse. Il faut lui donner les conditions d'exister au maximum, partout où il est considéré qu'elle doit être, et elle doit être partout où vivent les hommes, parce que sans sécurité, il n'y a pas possibilité de vivre tranquillement. Monsieur le commissaire, si vous le voulez bien, on reviendra sur les mouvements à l'université. C'est vrai, il y a le chômage, vous l'avez dit, notamment des jeunes qui servent d'explication souvent aux phénomènes d'agression, mais des vols à la tire. Mais souvent, on note des bandes armées qui de plus en plus, des bandes organisées, bien armées, qui commencent à se constituer au Sénégal. Vous étiez policier et certainement vous avez dû vivre ça. Elles ne commencent pas à se constituer. L'histoire de la grande délinquance a précédé mon entrée à la police. C'est des phénomènes qui sont là, qui évoluent et qui traversent le temps. Bon, aujourd'hui, avec les moyens de communication qui se multiplient, on a l'impression que c'est des phénomènes extrêmement nouveaux. Non, il ne s'agit pas de ça. Elles se sont aggravées, oui, parce qu'elles s'aggravent compte tenu d'un certain nombre de facteurs. D'abord, la disponibilité des moyens de faire la violence, de la pratiquer, l'étalage de biens et la pauvreté ambiante entraînent certains à recourir à des solutions de facilité qui consistent à prendre le bien de l'autre, qui consistent à s'attaquer à l'autre. Aussi, le fait de la pauvreté et de la misère entraîne d'autres à avoir moins de sentiments à l'égard de l'autre, à avoir des tendances agressives se développer à leur sein
et les amener à régler leurs problèmes en s'attaquant aux autres. Mais le fait que les bandes soient de plus en plus organisées, que ce ne soit pas des agissements sporadiques, mais c'est des bandes qu'on constate que c'est des bandes bien organisées. Je vous l'ai dit, les bandes bien organisées existent dans nos traditions. Si vous allez en race campagne, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les bandes de voleurs de troupeaux extrêmement organisés et armés. Ça date d'avant notre enfance, d'avant notre naissance, ça a existé. Les bandes de braqueurs et de cambrioleurs, les adoukalpés en ville, ont existé depuis très longtemps. Je ne me rappelle même pas, je les ai trouvés à la police, ces phénomènes ont toujours existé. Mais dans la cité aujourd'hui, ils deviennent plus perceptibles parce qu'on en parle plus, on a plus de possibilités d'en parler, d'échanger, de les rendre visibles. Votre métier contribue à cela et c'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être en face de phénomènes nouveaux. Leur comportement, l'attention qui est portée sur eux est tout à fait nouveau, mais ces phénomènes sont très anciens. Maintenant, effectivement, nous sommes face à une violence, à des formes de violence qui s'aggravent compte tenu d'un environnement qui se détériore, compte tenu de l'évolution de nos sociétés, compte tenu de la dégradation des rapports entre individus au sein des communautés, compte tenu de l'absence de respect de l'autre, compte tenu du développement d'un individualisme extrêmement poussé lié à la vie dans la cité. On arrive à rencontrer des gens qui sont capables de porter des coups à l'autre, de prendre le bien de l'autre parce qu'ils ne partagent pas le même sort que l'autre. C'est ça qui développe ces formes de délinquance, qui les aggrave. Mais ces formes de délinquance existaient, elles s'aggravent, elles grandissent, elles grossissent parce que les gens qui vont à la délinquance ont plus de motifs ou bien sont plus pressés par les motifs. Mais ces phénomènes ont toujours existé. Monsieur le commissaire, on parle aussi beaucoup de la porosité de nos frontières qui permet à la justice de la région et même d'ailleurs de trouver pignon sur rue au Sénégal. Il y a la délinquance transfrontalière ne fonctionne pas comme les gens voudraient que cela soit des repris de justice d'ailleurs qui font chez nous pour détériorer la situation sécuritaire ici. L'insécurité existe ici et ailleurs. Nous recevons de la délinquance d'ici, mais nous envoyons de la délinquance ailleurs. Quand les frontières sont poreuses, elles ne sont pas poreuses seulement dans le sens de l'extérieur vers le Sénégal, mais elles sont poreuses dans tous les sens. Considérons simplement que nous avons une délinquance qui comprend une partie de nationaux et d'autres qui ne sont pas forcément de chez nous. Comme vous irez ailleurs, vous y trouverez des délinquants qui sont sénégalais et des délinquants qui sont de ces lieux-là. Tout cela fait du phénomène de la délinquance une globalité qu'il faut appréhender en tant que telle. Sinon, nous risquons de tomber dans l'excès inverse, transférer les causes de nos maux sur les autres, jeter l'anathème sur les autres et nous innocenter totalement alors que notre délinquance est la nôtre, notre insécurité est la nôtre. Quels qu'en soient les acteurs, nous devons agir sur eux et trouver les moyens de les contrôler. D'autant qu'effectivement, nous sommes les mêmes peuples un peu partout. Les délinquants guinéens ou maliens ne se déplacent pas simplement parce qu'ils sont des délinquants, mais parce que c'est le même peuple. Les délinquants ivoiriens ne se déplacent pas parce qu'ils sont ivoiriens vers le Mali, mais parce que c'est le même peuple. À la limite, ces facilités de déplacement sont liées plus à cette proximité des communautés qu'au fait de délinquants qui quittent chez eux pour venir créer le trouble ailleurs. Mais selon vous, monsieur le commissaire, est-ce que vous pensez que les forces de sécurité sont bien équipées, bien outillées pour faire face à ces... Outillés, c'est d'abord la formation. Équipés, ce sont les moyens qu'il y a autour d'eux et avec eux qui leur permettent de faire le travail. Bon, si on considère quelques petites expériences, on se rend compte de ce que nous tendons plus à privilégier les équipements très apparents, tels que les véhicules, tels que les chars, tels que les casques, tels que les équipements folkloriques, aux équipements pointus qui permettent de gérer la sécurité dans son aspect préventif et la sécurité dans son aspect répressif. Parce qu'à tous les niveaux de sécurité, dans tous les domaines spéciaux de sécurité, il y a nécessairement un aspect préventif. La surveillance de l'environnement, la supervision de l'environnement par les services de police, le traitement de l'environnement pour contrôler à quel point la rupture intervient et le dire avant qu'elle n'intervienne, anticiper sur cette rupture-là et arriver à contrôler tout cela, cela nécessite des moyens, cela nécessite donc de la formation, cela nécessite du professionnalisme. C'est de tout cela qu'il faut parler pour parler des moyens. Est-ce qu'ils sont assez équipés? Est-ce que tout est là pour que cela soit? Nous avons un minimum de formation, mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Pas un peu plus loin, beaucoup plus loin
parce que depuis très longtemps, nous commençons à être dépassés par les phénomènes que nous avons. Le policier d'aujourd'hui n'est pas très près de sa délinquance. C'est un problème de prise en charge d'une mission, c'est un problème d'attention par rapport aux réponses qu'on apporte à certaines... Vous voulez dire qu'ils sont dépassés par les délinquants? Très dépassés par la délinquance, pas par les délinquants, par les formes de délinquance et les formes de violence et les comportements même de ces délinquants sur le terrain, quel que soit le domaine dans lequel vous l'appliquez. Ces formes de comportement dépassent un peu la vigilance de nos forces de sécurité. Ils suivent à la traîne très loin. Commissaire, d'ailleurs, pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, l'État du Sénégal a pris la décision de créer l'agence de sécurité de proximité. D'abord, que pensez-vous de cette initiative? Moi, comme je l'ai souvent dit, au sujet de cette question d'agence de sécurité de proximité, on ne règle pas un problème de sécurité en abordant un problème d'emploi, de création d'emplois. Ici, il est plus question de créer des emplois que de régler un problème de sécurité. La sécurité est un domaine assez particulier et très sensible, très pointu, que des institutions comme la police et la gendarmerie ont l'habitude de pratiquer depuis très longtemps. Quand on intervient dans ce secteur-là, on doit voir quel problème on se pose pour aller vers des solutions. Non pas se poser un problème et apporter des solutions qui tiennent au prétexte de la sécurité pour créer des emplois. Si je vous comprends bien, l'État a plus mis l'accent sur la création d'emplois que sur la gestion de la sécurité en elle-même. Bon, si on regarde d'assez près la chose, on ne dira même pas à plus. N'a fait que mettre en place un dispositif de sécurité comme prétexte pour créer des emplois. Dans la mesure où on ne connaît pas le métier de ces gens. Le projet en tant que tel ne règle pas définitivement le sujet, le problème de sécurité qui est posé et ne présente pas les réponses de manière claire à ces interpellations qui devraient porter sur la sécurité. Nous savons qu'au départ, l'énoncé, c'est rendre possible le recrutement de 10 000 agents pour créer des emplois. 10 000 agents qu'on a amenés sur le terrain du travail pour après se retrouver à les coller n'importe où, pourvu qu'on leur trouve un emplacement où ils peuvent garder des édifices, renforcer des commissariats sans avoir aucune formation, accompagner des gendarmes, être sur la voie publique sans avoir aucune formation. Même ceux qui les encadrent ne peuvent pas dire quelle mission ils leur demandent d'accomplir partout où ils les mettent. Vous êtes assuré que ces agents de proximité n'ont aucune formation? Mais on ne forme pas un policier, un bon policier, on le forme sur plusieurs années. On ne forme pas à l'ordre serré des individus pour avoir la prétention de leur faire assurer des métiers pointus de sécurité. Je considère que le peu de temps qu'ils ont fait quelque part pour pouvoir marcher, porter peut-être une arme, ne suffit pas. Même des militaires qui ont fait leur formation de base, qui n'ont été que militaires dans des casernes, n'ont pas de spécialité en matière de sécurité. Tenir un point fixe en matière de sécurité répond à des qualifications qu'il faut avoir, une mission qu'il faut comprendre, savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la tête, qu'est-ce qu'on doit faire des outils qu'on a, à quel emploi chaque outil doit être affecté, quelle est l'attitude qu'on doit avoir durant le temps de service à un point fixe. Tout cela s'apprend, on s'y exerce, on s'y prépare, à plus forte raison quand la mission est plus compliquée que ça. Oui, il n'y a pas une prise en charge correcte de questions de sécurité dans cette histoire de création de l'agence de sécurité de proximité. Oui, il y a effectivement à apporter, il y a eu à répondre, à apporter une réponse à des questions de création d'emplois. Parce que durant tout ce projet, ce qu'on a mis devant, c'est 10 000 emplois créés par la mise en place d'une agence de sécurité de proximité. On ne nous a pas dit plus que cela. Et nous avons le droit de réclamer de mieux éclairer sur un outil qui occupe notre espace immédiat tous les jours. On ne peut plus circuler à Dakar sans voir un de ces agents-là. Nous devons savoir pourquoi ils sont là. Nous ne devons pas l'imaginer. Nous devons sentir pourquoi ils sont là. Nous ne devons pas demander des explications par rapport à ça dès qu'ils sont là. Ils assurent notre sécurité. Nous devons savoir à quoi ils nous servent et le sentir. Si nous ne pouvons pas le sentir, la question, elle est là réellement. C'est entre eux et ceux qui les ont mis là qu'il y a une raison réelle d'être là. Eux, ils trouvent un emploi. Ceux qui les ont mis là trouvent une réponse politique à la question de la création d'emplois. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à cette question-là.
Vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité nécessite une certaine expertise, hein, notamment dans le cadre de la gestion des mouvements de foule. Le dernier cas en date, c'est lors des manifestations. Il y a eu d'autres cas. Qu'est-ce qui explique selon vous ces bavures? Les bavures surviennent dans des situations d'intervention policière, qu'il s'agisse de situations particulières de sécurité publique, de police judiciaire ou de maintien ou de rétablissement de l'ordre. C'est des circonstances de violence qui peuvent déboucher sur des bavures. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait tout le temps des bavures. On ne peut pas dire dans toutes les polices du monde qu'il n'y aura jamais de bavures. Les bavures sont liées à des situations d'opposition et quelquefois d'affrontement. Parce que quand on veut empêcher à quelqu'un de réaliser son projet qu'il trouve légitime en occupant un espace, en exerçant de la violence sur des immeubles ou bien en empêchant, en bloquant la circulation, c'est son projet. On doit lui opposer une force. Et le projet de celui qui oppose la force, c'est l'exercice des missions régaliennes de l'État. Là, forcément, c'est des gens qui ne s'entendent pas. Et à des occasions comme ça, il faut souhaiter que ceux qui viennent exercer la mission régalienne de l'État, qui sont préparés à le faire, ont une responsabilité. C'est celle-là d'être bien préparés, d'être suffisamment équipés et d'avoir les moyens et les méthodes qu'il faut pour exercer correctement cette mission-là en servant la possibilité qu'il n'y ait pas de bavure au maximum pour les éviter. C'est la responsabilité de la police de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavure en matière d'intervention, quels que soient les domaines. Donc, ce que moi je considère dans cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a bavure, la circonstance s'y prête, c'est aux spécialistes de la police de répondre aux raisons pour lesquelles les bavures sont. De mon point de vue, il y a des problèmes quand il n'y a pas assez de formation. Il y a des problèmes quand les méthodes qui sont utilisées ne correspondent pas aux problèmes qui leur sont posés. Il y a des problèmes quand on ne contrôle pas les comportements des hommes en déroulant sur le terrain, particulièrement en matière de maintien et d'établissement de l'ordre. C'est la responsabilité du système, c'est la responsabilité des chefs, c'est la responsabilité individuelle de chaque agent par rapport à sa formation, par rapport à l'utilisation des moyens qui sont mis à sa disposition pour qu'il n'y ait pas de bavure. Justement, sur l'utilisation des moyens, généralement, on voit les forces de sécurité qui ont recours aux grenades lacrymogènes, hein, dans une situation bien définie. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que l'utilisation de ces grenades, c'est systématique ou bien c'est dans des cas précis? Ce n'est pas systématique, parce que déjà tout ce qu'on fait en matière de maintien et d'établissement de l'ordre répond à une démarche. Il y a un commandement, il y a une mission, il y a des ordres qui sont donnés pour que chaque élément puisse savoir à un moment M qu'est-ce qu'il doit faire. Les grenades, c'est des outils de maintien de l'ordre qui servent à éviter l'affrontement, à tenir à distance les foules. Elles ne sont pas faites pour blesser, pour atteindre. Ce n'est pas une guerre, le maintien de l'ordre. Vous savez, il y a des fumogènes, c'est pour gêner. Il y a des lacrymogènes, c'est pour gêner les gens et les obliger à disperser. C'est pour disloquer le tissu violent, le tissu qui occupe la voie publique. Il faut lui apporter une réponse technologique qui empêche aux individus de se concentrer sur leurs préoccupations, de les gêner en les faisant larmer, de les gêner en mettant de la fumée, de les gêner en les faisant éternuer. C'est à ça que ça sert. Mais l'utilisation de ces moyens-là répond à l'exercice d'un commandement. Il y a un officier, il y a un encadrement, il y a un personnel gradé qui est là pour faire bouger la troupe et lui faire adopter des comportements selon les circonstances. Donc chacun n'est pas libre de prendre sa grenade et de jeter. Dès que ça se passe comme ça commence à être mauvais et tous les coups sont possibles et ce sont des individus qui se comportent. Ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas un système qui se comporte. Et l'idéal dans le maintien de l'ordre, dans les missions de police, c'est que ce soit toujours un système qui se comporte, avec un commandement, avec des articulations, avec des méthodes, avec des techniques, et que personne n'ait la possibilité de rompre cet ordre-là. Tant que ça fonctionne comme ça, on est dans la possibilité de minimiser les dégâts. Mais dès que ça se déroule autrement, on est dans une bataille de rue, dans une bataille rangée. Ce sont des individus qui s'affrontent entre eux et bonsoir les dégâts. Oui, on reviendra sur précisément
ce commandement-là. D'abord, une scène anecdotique qu'on a l'habitude de voir dans les affrontements entre les policiers. Pas des policiers à court de lacrymogènes qui prennent des pierres et qui jettent. Mais c'est ça, vous répondez vous-même à votre question. Je viens de vous dire que, quelles que soient les situations, ça ne doit pas se rompre. C'est une machine. On doit savoir à quel moment on n'a plus de grenades. Et quand on n'a plus de grenades, on doit savoir quel comportement adopter. Une troupe, c'est une pièce. On doit pouvoir la regrouper, on doit pouvoir l'étaler, on doit pouvoir la retirer, on doit pouvoir renouveler ses équipements. Il y a derrière la troupe qui est engagée tout un dispositif de commandement qui va jusqu'au sommet de l'État. Donc on ne peut pas dire en cas de rupture, ils prennent des pierres. C'est le commandement qui n'a pas marché. C'est un des pans du commandement qui est en cause quand sur le terrain des éléments en arrivent à jeter des pierres. Pourquoi? Parce que les grenades manquent, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés avec assez de... Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas renforcés en temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prévu suffisamment de choses pour prendre les dispositions qu'il faut pour ne pas être débordé. Ça, c'est des questions de commandement. On ne peut pas les régler en disant il a le droit de jeter une pierre, il n'a pas le droit de jeter une pierre. Il doit y avoir tous les moyens qu'il faut. Parce que l'objectif du maintien de l'ordre, c'est d'éviter les dégâts. Ce n'est pas de gagner une guerre, ce n'est pas de gagner une confrontation, c'est d'arriver à évacuer la situation de conflit et à rendre possible le dialogue entre les différentes parties responsables de ce qui s'est déréglé. Si on en arrive maintenant à devoir pousser l'affrontement jusqu'à ce que des agents séparés du reste de la troupe aient besoin de prendre un bâton ou une pierre à jeter, on n'est plus dans un système commandé, on n'est plus dans un système bien articulé. Monsieur le commissaire, à quel moment un agent de la police ou un agent de sécurité peut-il faire usage de son arme à feu, surtout face à des gens qui n'ont que des pierres comme arme? Là, dans la manière de poser votre question, vous décrivez carrément une situation de maintien de l'ordre. Un agent de police face à des individus qui n'ont que des pierres. Ça veut dire, ce n'est pas un agent de la circulation routière qui interpelle un chauffeur qui lui fonce dessus ou qui commet un délit de fuite. Ce n'est pas un agent de police judiciaire qui se retrouve dans une situation opposée à des délinquants qui sont violents, qui portent des armes à feu ou bien qui portent des armes blanches, mais il s'agit d'une troupe face à des individus qui ont motif à se mettre dehors, à revendiquer quelque chose ou à vouloir perturber l'ordre et la tranquillité parce qu'ils ont un motif qui les pousse à manifester. Donc, c'est des policiers devant des manifestants. Les cas d'utilisation des armes dans ces circonstances-là sont très limites. Il n'y a pas un agent qui a la possibilité d'utiliser son arme face à des manifestants hostiles si sa vie n'est pas en danger. Si la vie de quelqu'un d'autre qu'il peut protéger n'est pas en danger et qu'il n'a que ce moyen-là pour s'opposer aux violences qui risquent d'être exercées. Qui doit apprécier, le commandement ou l'agent lui-même? Quand l'agent est isolé à un poste où il a la responsabilité de veiller sur la sécurité de quelqu'un, oui, c'est lui qui doit apprécier parce qu'il est seul. Et quand la réaction doit dépendre de lui tout seul, il n'y a pas un commandement au-dessus de lui. Mais quand c'est un dispositif qui est là, il est compris dans un dispositif, c'est le commandement qui apprécie, qui fait des sommations, qui les fait régulièrement, qui avertit donc et qui avertit de l'usage des armes. Nous allons faire usage des armes. Nous allons faire usage des armes. Et quand il n'y a plus de possibilité de faire autre chose pour défendre la position, pour défendre la troupe et pour défendre le lieu sur lequel des violences peuvent être exercées, l'usage des armes dépend de celui qui commande la troupe et de celui qui a la responsabilité du dispositif, donc de l'accomplissement de la mission. En dehors de ces cas, il n'y a pas d'individu isolé qui soit à même de dire « j'ai fait usage de mon arme parce que ». Ça n'existe pas. Le maintien de l'ordre est heureusement organisé. Les textes sont là pour dire comment chaque chose doit se faire et à quel moment chaque chose doit se faire. On n'a pas la liberté d'utiliser son arme et d'expliquer. On sait ce qu'on gère. C'est une foule qui déferle, qui se comporte avec des bâtons, avec des pierres, avec tout ce que vous voulez. Ça fait partie du problème. Donc les gens sont assez bien préparés
pour minimiser les circonstances dans lesquelles ils devraient être appelés à l'extrême à utiliser leurs armes. Alors, pour revenir au cas précis, Bassirou Faye, est-il possible qu'un policier soit en service de pouvoir intervenir lors d'une intervention? Vous savez, si vous parlez du cas de Bassirou Faye, ça c'est une nébuleuse. Et je dis, c'est aux autorités de nous apporter assez d'éclairage. Une troupe, c'est une unité organisée, commandée, calée quelque part, avec des équipements qu'il doit utiliser et avec une mission précise. Même quand quelqu'un fait partie de cette unité, s'il n'est pas déployé, il ne doit pas y être. En service. Même s'il est en service, s'il n'est pas déployé, il ne doit pas y être. Être déployé, c'est être désigné pour être à ce lieu d'intervention pour une mission précise. Soit en tant que responsable de la troupe, soit en tant que sous-officier responsable dans le mouvement de la troupe, soit en tant que simple élément avec une mission générale de participation à la composition de la troupe ou avec une mission particulière, quelle qu'elle soit. Quelqu'un ne peut pas venir de là-bas et rentrer là-dedans. Maintenant, on a tellement parlé de ce problème-là et consort, on a essayé d'utiliser ce prétexte-là pour expliquer tellement de choses qu'il nous faut être très prudent et renvoyer la question aux autorités et leur poser cette question-là. Ce n'est pas normal déjà, mais comment ça s'est fait pour qu'on ait cette situation-là? Elle est là, elle est réelle, elle est devant nous. Nous savons maintenant qu'effectivement, Tombon Wali était dans cette situation-là. Et il a eu à effectuer, à poser quelques actes dans la circonstance de maintien et de rétablissement de l'ordre. C'est à ceux qui le commandent et à lui de nous éclairer davantage sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Dans un commandement qui fonctionne normalement, ça ne devrait pas être. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant, mais la situation elle est nébuleuse. On doit réclamer plus d'explications pour que tout le monde comprenne. Oui. Faire usage de son arme sans l'autorisation. Si vous renvoyez à ce cas d'espèce-là, dans aucune circonstance inexplicable, un policier n'a le droit de faire usage de son arme de manière délibérée. Ce n'est pas possible. Maintenant, si c'est un policier isolé, il peut se retrouver dans une situation de légitime défense parce qu'il est victime, il est menacé par une agression qui risque de lui causer des dommages physiques, des dommages corporels. Et s'il n'a que son arme pour se défendre, il se défendra, après on appréciera. Mais il se sera défendu et on saura que c'est lui. Il se sera défendu parce qu'il s'est retrouvé isolé quelque part et le problème est arrivé comme ça. Dans la désarticulation de l'unité, dans le mouvement de la troupe, ça peut arriver qu'un élément décroche ou qu'il soit isolé complètement, qu'il soit pris à partie et qu'il se désarticule. On peut le comprendre à la limite. Mais quand c'est quelqu'un qui apprécie d'une situation pour voir, pour dire ma mission m'appelle à utiliser mon arme, je l'utilise comme ça, après bonsoir les dégâts, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui doit utiliser son arme doit être en danger extrême et la nature du danger, le poids du danger doit justifier qu'il utilise son arme pour sa personne. S'il défend quelqu'un d'autre, le danger, la menace qui pèse sur ce quelqu'un d'autre-là doit être suffisamment grave, doit justifier qu'il utilise son arme. Par exemple, quand la vie de quelqu'un est en danger et qu'il est obligé de protéger ce quelqu'un qui ne peut pas se défendre, là, on appréciera après s'il utilise son arme, mais il aura le devoir de défendre ce type-là par tous les moyens. S'il utilise son arme, c'est un des moyens qu'il avait pour le faire, on apprécie. S'il n'y a pas de disproportion, il est justifié. Mais même s'il intervient régulièrement, on doit en apprécier pour voir si la réponse à l'agression n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de l'agression. On est dans cette problématique-là tout le temps, à chaque fois que même on exerce des violences, même pas mortelles, sur quelqu'un, nous devons après voir si nous avons apporté une réponse juste, appropriée, mesurée par rapport à l'importance de l'agression. C'est un métier, ce n'est pas un jeu où quelqu'un peut faire ceci, on dit, plan, ça correspond à quel cas de figure. Nous intervenons, nous pouvons causer des dégâts, mais nous sommes responsables. En tant qu'institution, l'État est responsable, en tant qu'institution, la police est responsable, en tant que fonctionnaire et personne physique, l'individu est responsable, même s'il exerce son métier, et nous continuons d'en apprécier. C'est pourquoi vous verrez,
il y a des inspections, il y a des brigades prévôtales, il y a des instruments d'investigation interne qui nous permettent de comprendre que même si nous agissons au nom de la loi, nous avons la responsabilité d'être celui qui a agi au nom de la loi. Nous devons avoir la possibilité de mesurer ce que nous faisons. Sinon, bonsoir les dégâts, tout le monde fera ce qu'il veut et on met sur le dos de la réglementation, on met sur le dos de la loi. Et une communauté ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai pris la responsabilité d'être policier. Je dois en assumer toute la responsabilité, quelles que soient les situations. Même si j'accomplis ma mission, je dois être juste parce que je n'ai pas devant moi des ennemis. J'ai devant moi des citoyens de mon pays qui ont un motif à se mettre dehors. Et moi, je dois gérer une situation, pas une guerre. Alors, on ne peut pas avoir le commissaire Keïta sur un plateau sans pourtant parler de la drogue dans la police. Mais d'abord, qu'est-ce qui explique cette vulnérabilité de certains agents à succomber à cette tentation? La nature humaine qui est ainsi faite. La drogue est un moyen d'accès à une fortune facile. Et tous ceux qui n'ont pas de scrupules, qui ne sont pas gênés par le fait d'accéder à de l'argent de manière injustifiée, peuvent tomber dans ces travers-là. Ce n'est pas un mal sénégalais, ce n'est pas un mal africain. Nous avons eu le cas de la France, où des policiers sont entrés dans un dépôt pour rafler toute la drogue qu'il y avait là-bas, 50 kilos de cocaïne. Ça arrive aux États-Unis que les trafiquants, que les policiers soient les complices des trafiquants. Aujourd'hui, au Mexique, c'est le même problème qui sévit à une échelle beaucoup plus grave. Donc, on peut traiter de ces questions-là sans complexe. Nous avons une mission, c'est la mission de lutter contre la drogue, faisons-le simplement, sans nous complexer par rapport à ce qui arrive. Et à chaque fois qu'un policier est mêlé là-dedans, traitons de cette affaire-là et on passe. Des policiers vont continuer à vouloir faire de l'argent avec la drogue. Parce que si vous prenez 1 kilo de quelque chose qui rapporte des dizaines de millions, mais bonsoir les dégâts si on ne surveille pas. Mais ce n'est pas un mal sénégalais, s'il vous plaît. Oui, mais pour rester sur le cas précis du Sénégal et des pratiques de vos collègues, sportifs, selon vous, est-ce un problème d'homme ou un problème de système? C'est d'abord un problème de système. Pourquoi? Parce que la question de la lutte contre le trafic de drogue est une question axiale de la sécurité dans des pays comme les nôtres. Parce que nous sommes vulnérables à ces niveaux-là, parce que la drogue génère beaucoup d'argent. C'est à l'État de prendre en compte cette dimension de la chose et de s'organiser en conséquence pour avoir des structures suffisamment bien faites pour que les hommes, à leur intérieur, puissent se comporter avec le moins de risques d'être tentés par l'argent de la drogue. Voilà le problème vers lequel nous devons aller. Mais quand on met en place des instruments de manière très banalisée, vous rencontrez quelqu'un qui fait dans la drogue, qui côtoie des dizaines de millions tous les jours, à qui on propose toujours de l'argent pour laisser passer de la drogue. Quand il n'est pas bien préparé, quand il n'est pas bien formé, bien traité, bien pris en charge, avec tout ce que cela demande, quand il n'est pas mis à l'abri de la tentation, mais on se trouve dans des situations comme celle-là. Deuxièmement, il faut des structures fortes d'accompagnement, telles qu'une action permanente de supervision de leur comportement, d'inspection et de réaction à chaque fois qu'une suspicion est possible. Mais si on intervient dans le secteur de la drogue pour protéger des gens alors qu'ils sont suspects dans des affaires de drogue, on ne réglera jamais rien. Il y a trop d'argent dans la drogue. Faut-il brûler l'orchotis? Non, il ne faut pas brûler l'orchotis. On est dans les schémas les mieux appropriés pour organiser la lutte contre la drogue. Mais il faut aller jusqu'au fond de la chose. Il faut prendre toutes les mesures qu'il faut pour d'abord bien organiser l'orchotis, mais aussi pour l'accompagner dans sa mission, pour lui donner les moyens de prendre en charge cette mission et pour applaudir à chaque fois qu'elle réalise de bons coups. On ne brûle pas l'orchotis. Pourquoi? Parce que l'orchotis, tel que vous le voyez, n'est pas un instrument de la police. C'est le moyen par lequel le Sénégal répond à cette interpellation de lutte contre la drogue. Aujourd'hui, on devrait avoir des gendarmes à l'orchotis, on devrait avoir des douaniers à l'orchotis, pas seulement des policiers. Mais avec le désordre qu'il y a, avec la légèreté, on crée un outil extrêmement important, on ne le dote pas de ce dont il a besoin et certains ne trouvent pas d'intérêt à y être. Les gendarmes ne trouvent pas d'intérêt à venir accompagner les policiers à l'orchotis alors qu'ils ont leur place là-bas. Les douaniers ne trouvent pas d'intérêt à venir à la police, appuyer les policiers au niveau de la lutte contre la drogue alors qu'ils ont leur place là-bas. Tout le monde doit y être.
ce n'est pas un service de police. C'est une sorte d'agence. Cette agence-là doit être alimentée par tous les corps. Elle doit être alimentée par le savoir de tout le monde. Si on procédait comme ça, et si on y mettait les moyens appropriés, et si on faisait tout ce qu'il faut pour que les hommes qui y sont soient suivis, formés comme il se doit, pris en charge comme il se doit, respectés pour ce qu'ils font comme travail, respectés pour les missions dangereuses dans lesquelles ils se mettent, respectés pour les tentations qui pourraient les amener un jour à se laisser prendre par des trafiquants. Alors là, si on procédait comme ça, on aurait un instrument extrêmement efficace et précieux. Déjà que les gens savent se retenir. Ce n'est pas tout le monde qui est pourri dans cette histoire-là. Il y a des gens qui savent se retenir. Mais si on avançait un peu plus à considérer qu'on les a mis dans des situations particulières, si on leur donnait plus de responsabilité et plus de respect, je crois qu'on aurait réglé beaucoup de questions avant d'en arriver à gérer des situations comme celle-là. Pensez-vous que votre dénonciation... Je n'ai pas dénoncé. Les gens ont tendance à parler de dénonciation. Je suis tombé sur un cas. Ce cas, c'est quoi? C'est une information technique qui me fait comprendre que mon prédécesseur avait des relations avec des trafiquants, simplement. Dans quel sens? Dans le sens du recyclage des drogues qui passaient par le colocrutis. Et ces délinquants me demandaient d'en faire autant parce que celui que j'ai remplacé le faisait avec eux. Ce n'est pas une dénonciation, c'est une affaire de police judiciaire. En tant que directeur de l'OCRTIS, c'est mon métier, je fais mon travail. Il faut que les gens se mettent très haut pour apprécier de certaines questions. Sinon, on tombe dans des travers dangereux. Moi, je suis plus gros que quelqu'un qui dénonce. Je ne peux pas me permettre de dire « oui, tel a fait cette chose » ou me cacher derrière des couloirs pour aller en parler à l'autorité. Je dis les choses de manière claire dans les formes administratives et dans les formes de procédures judiciaires appropriées. J'ai fait un rapport verbal au ministre, j'ai fait un rapport écrit au ministre pour parler d'une situation que j'étais le seul à pouvoir gérer, donc ce n'est pas une dénonciation. Mais dans cette affaire, c'est vous qui avez été sanctionné. Pas important. Je connais le système dans lequel je travaillais. J'ai pris la mesure de ma responsabilité en me disant, à cet endroit-là, dans tout le Sénégal, j'étais le seul à pouvoir réagir. Et si je suis pris à contre-pied par les autorités qui, au lieu de me suivre, se mettent à dérouler autre chose c'est quoi? Je traite avec le ministre de l'Intérieur du cas suspect d'un commissaire de police que j'ai relevé, suspect et qui était suspect de trafic de drogue. Au lieu de me suivre, il va le nommer directeur général. J'étais le seul à pouvoir réagir là. Je prends mes responsabilités, je réagis. Je n'ai pas été sanctionné. Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu faire. La preuve, aujourd'hui, nous sommes là en train d'en parler. Ils sont dans l'erreur. Moi, j'ai pris mes responsabilités. C'est moi, en fait, qui ai choisi de me retrouver là. Si j'évitais quelques conséquences fâcheuses pour moi, j'avais la possibilité de choisir un autre comportement. Donc, mon sentiment, ce n'est pas le sentiment de quelqu'un qui a été sanctionné. C'est le sentiment de quelqu'un qui a fait son devoir en ayant conscience de ce qu'il est en contradiction avec ce qui le commande, un point, un tiré. Ce qu'il en advient maintenant pour que vous parliez de sanctions, c'est de la responsabilité des autres. Moi, je m'attendais vraiment à plus que ça encore. Parce que j'ai accepté, moi, de dire non, monsieur le ministre de l'Intérieur, ce que vous voulez faire ne passera pas. À la limite, non, monsieur le président de la République, ce que vous voulez faire ne passera pas parce que je vais m'y opposer. Terminé. Cela explique-t-il votre engagement politique, quelque part? Non, je dirais, ça a été une occasion de sortir et j'en remercie le Seigneur. Je suis un citoyen sénégalais, je suis un jeune Africain très présent dans les questions politiques. Et vous interpellez mes enfants aujourd'hui, ils vous diront que depuis toujours, je leur ai dit, vous me gagnez police, de me politique. Allez faire la politique vous-même. Celui qui ne fait pas de politique se fera commander par les gens qui font de la politique. Et c'est effectivement comme ça que j'ai vécu ma carrière tout le temps. Si le ministre de l'Intérieur a pu me dire non, ce que j'ai dit va passer, c'est que moi, j'étais un technicien, lui, c'est une autorité politique. Et c'est normal que ça se passe comme ça. Tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Maintenant que j'ai fini ma mission technique, je reviens à mes amours de Sénégalais
ayant envie de faire de la politique. Et cette occasion, je la salue très bien parce qu'elle m'a permis de quitter la police pour rentrer de plein pied dans la politique. Et ça, je l'ai voulu, je l'ai cherché et le bon Dieu me l'a offert. Mais ce n'est pas parce que j'ai quitté la police dans ces circonstances-là que je me suis retrouvé à faire de la politique. Non, ce n'est pas ça. Quelles sont vos convictions? Moi, je suis d'abord un Sénégalais, un Africain très patriote. J'ai l'impression que dans ce qui m'entoure, il n'y a qu'une seule chose qui vaut: aimer son pays, servir son pays. J'ai vécu comme ça ma carrière. Je n'ai jamais tenté de tirer profit de mon métier en me mettant dans des situations dans lesquelles seul mon intérêt personnel jouait. J'ai toujours dit à mes camarades, je vais où on m'a fait, je fais mon travail du mieux que je peux. Ce que j'ai fait parce que ma mission, c'était d'assurer la sécurité des gens et il me fallait le faire. Si vous faites le tour de la police, vous vous rendrez compte de ce que, effectivement, jamais je n'ai choisi autre chose. Donc, je suis très à l'aise à faire de la politique en sachant que je fais des choses par conviction. Ma conviction, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays aujourd'hui, un pays ravagé par le mal d'avoir été indépendant depuis 1960 et de n'être jamais arrivé à s'en tirer pour se développer, pour pousser un tout petit peu vers l'avant et arriver à offrir une qualité de vie qui s'améliore à ces populations. Nous l'avons vécu parce que nous sommes des générations très proches de la période des indépendances. Nous avons grandi avec ça et nous avons suivi tous les régimes politiques qui se sont succédés ici. Et on s'est rendu compte de ce que jusqu'à aujourd'hui, aucun de ces régimes n'a proposé un projet viable, fiable aux Sénégalais. Et pire encore, nous avons une catégorie de politiciens, de républiques bananières, qui passent tout leur temps à se comporter comme s'ils avaient des sujets en face d'eux, qui n'ont de projet que pour eux-mêmes, qui s'accaparent du pouvoir, qui s'enrichissent et qui s'amusent, et qui veulent qu'on les applaudisse tout le temps. Cela avait son temps. Nous sommes arrivés à un temps où il faut apporter d'autres réponses, et je fais partie de ces Sénégalais qui croient que nous ne devons pas laisser passer ce temps-là sans corriger la courbe d'évolution de notre pays. C'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de tous les Sénégalais qui sont là aujourd'hui, et je me suis engagé en politique avec le plaisir d'être convoqué à cette mission-là. D'autres n'ont pas eu cette chance-là parce qu'ils sont arrivés avant, mais nous disons que si nous ne le faisons pas demain, nous rendons un mauvais service aux générations à venir parce qu'ils auront forcément à corriger ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est quoi votre projet politique? Mon projet politique, il est très simple. Libérer le Sénégal et lui proposer... À la différence de ce qui se fait et ce qui s'est toujours fait. Mais c'est ça, c'est à cela que je voulais venir. Nous avons un pays à libérer. Nous avons un pays qui est en train de retourner à la colonisation. Nous avons un pays que l'Occident est en train de reconquérir encore en utilisant les moyens des institutions. Parce que nous avons quitté l'esclavage. C'était la manière la plus facile de dominer un pays. Je viens chez toi, je prends ta force, je l'amène ailleurs, je l'exploite. Ça n'a plus été possible. Nous sommes venus à la colonisation. Je viens chez toi, je m'installe, je récupère tous tes biens, je fais travailler tes hommes et j'amène chez moi. Ça a fait son temps. Maintenant, on utilise des instruments tels que les conventions, les accords, les partenariats. On utilise des institutions comme la francophonie, comme l'OCI, toutes ces organisations dont le projet n'est pas le nôtre, c'est le projet des autres qui voudraient perpétuer leur domination sur nous. Or, pour nous libérer de cette domination, nous n'avons qu'une seule possibilité, revenir à nous-mêmes et nous développer. Nous développer, personne ne nous empêche de le faire aujourd'hui. Mais tant que nous aurons des autorités politiques qui ne comprennent pas que leur mission est là-bas, nous continuerons à être là. Nous, ce que nous apportons donc, c'est de comprendre que cette classe politique, elle ne peut plus jouer. Il faut la remercier, il faut l'écarter. De l'opposition comme du pouvoir. De l'opposition comme du pouvoir, parce que c'est la même espèce de politicien qui est là. Des gens qui font dans le haut-toi que je m'y mette. Tu es là, tu n'es pas bon. Moi, je ne suis pas là, je suis bon, il faut que tu quittes. Mais quand je viendrai, je ferai comme toi. M'enrichir et partir, m'amuser et partir. Et les populations, on ne s'occupe pas de ce qu'ils font. Et c'est plus grave maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le désordre est tel que on se met nous-mêmes à nous comporter en politique pour servir les autres de ce que nous avons ici. On se met nous-mêmes à nous comporter en politique pour ouvrir notre espace
à toutes les formes d'exploitation comme si les autres étaient chez eux. Nous sommes envahis une nouvelle fois par l'Europe, mais nous sommes envahis par tous les continents où les gens aspirent à se développer. Les Indiens sont là, comment dirais-je encore, les Chinois sont là, comment ils s'appellent encore, les Turcs sont là. Tout le monde vient en Afrique et au Sénégal en particulier. Mais on ne peut pas vivre en autarcie. Non, ce n'est pas vivre en autarcie. C'est faisons comme eux, dans des échanges, en produisant nous-mêmes ce dont nous avons besoin, en nous comportant pour nous développer, mais pas en subissant le développement des autres qui vont se répandre chez nous. Les autres, pour arriver à nous, se sont comportés pour se développer. Le cas de la Turquie est éloquent. Quand l'Europe n'a pas voulu de la Turquie s'est retournée sur elle-même et a entrepris de se développer et a concurrencé même l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est telle que nous avons la possibilité de nous développer. Mais dans les secteurs où nous pouvons nous développer, nous ne faisons rien. Prenez par exemple le cas de notre subsistance alimentaire. Nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons de la terre. Et qu'est-ce que nous faisons? Ce sont des intellectuels, des cadres qui sortent des écoles, qui vont intoxiquer le milieu paysan pour ne rien y faire, sinon se pavaner avec des missions, des 4x4 à ne rien faire. Et ceux qui, normalement, devaient porter ce développement, sont coupés des moyens avec lesquels ils doivent travailler. Ils ne sont pas respectés dans leur métier, les paysans, les artisans et tous les Sénégalais qui sont capables de produire du travail par eux-mêmes et de produire de la richesse à partir de l'exploitation de nos ressources et d'autres ressources qu'on peut même importer. Dans le secteur de l'agriculture notamment, c'est aux paysans de faire le développement. Ils sont coupés de leur terre. Un paysan n'est pas propriétaire de sa terre 54 ans après l'indépendance, alors que le plus banal des expatriés qui vient ici se fait délivrer un titre de propriété, exploite nos terres, utilise notre eau, utilise notre main-d'œuvre et il peut à la limite utiliser son titre de propriété pour aller demander de l'argent à la banque. Prenez dans la région du fleuve. Depuis que la compagnie sucrière sénégalaise est là, elle est propriétaire des terres sur lesquelles il y a des titres qu'elle peut présenter pour dire ça c'est mes terres. Mais entrer dans le terroir. Quel paysan traditionnel depuis toujours est maître de sa terre? Est-ce qu'on n'a jamais pensé à formaliser la relation entre la terre et le paysan? Il est simplement un paysan fait pour produire de l'arachide, matière première qu'on met à la disposition des industriels avec tout le désordre qu'il y a dans ce secteur-là. Il faudrait qu'on arrive donc à respecter ces gens-là. Il faudrait qu'on arrive à les organiser dans ce qu'ils sont capables de faire mieux que tout le monde. Il faut qu'on arrive à les libérer, à les professionnaliser. Ils peuvent le faire, mais c'est à l'État de faire autre chose que d'organiser l'exploitation en leur direction. Il doit simplement organiser le secteur comme tous les autres secteurs. L'artisanat, c'est comme ça. Nous portons tous des vêtements, des costumes qui ont été cousus ailleurs, comme si on n'était pas capable de pédaler des machines. Nous portons des chaussures qui ont été fabriquées ailleurs. Dans les bureaux, on a des meubles qui viennent d'ailleurs. Un peu partout, on n'a que des choses qui viennent d'ailleurs, alors que nous n'avons que des travailleurs dans ce pays-là qualifiés. C'est à l'État d'organiser ces secteurs et de répondre aux exigences techniques qui permettent à chacun, qui devraient permettre à chacun de faire son travail comme il se doit. Moi, je crois que c'est là que nous nous situons, que nous créons la rupture avec les autres. Nous voulons changer ce pays-là pour amener les gens à comprendre que nous sommes capables de nous développer. Nous le pouvons faire, mais il faut qu'on se prenne en charge. Un mot sur la francophonie, vous l'avez dit tout à l'heure. La francophonie, avec l'organisation qui se prépare, on parle de 53 milliards qui vont être donc injectés ou qui ont été déjà injectés pour la construction de ce centre, pour accueillir les invités. C'est quoi votre appréciation par rapport à ça? Les 57 millions ou 53 millions, c'est le moindre mal. Milliards, c'est le moindre mal. Nous sommes en train de permettre à l'Occident de nous recoloniser par la langue, mais cette recolonisation va aussi aller dans l'économie parce que c'est une entrée. Après, tout devient possible et nous ne nous défendons pas. Alors, le moindre mal, c'est les 57 milliards. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas avec la francophonie qu'on va se développer, mais les autres vont nous occuper avec cette francophonie et nous détourner des véritables missions que nous avons au niveau de l'État à réaliser pour que ces pays-là se développent. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Cherna Cheikh Sadbou Keïta a été notre invité et nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Enjeu. Je vous remercie à mon tour de m'avoir donné l'occasion de contribuer à éclairer les citoyens sénégalais, mes compatriotes,
sur toutes ces questions et de leur demander de se lever tous parce que réew mi ñoo ko bokk ñoo koy defar. Merci encore le commissaire Keïta. Comme je l'ai dit tantôt, le commissaire Keïta était l'invité de ce numéro de Enjeu. Enjeu était essentiellement consacré aux questions de sécurité. Nous avons également parlé de l'engagement politique du commissaire Keïta dans la deuxième partie. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Enjeu. D'ici là, restez fidèles au programme de Africa 7, la chaîne panafricaine.